Donc, bienvenue pour cette session qui a commencé, bon, on a un petit peu embelli l'histoire, mais qui a commencé par un échange sur Gtalk dans lequel je lui ai annoncé que mon Mac était cassé et je peux vous le confirmer. Hein. Et il m'a dit, mais c'est pas grave, j'ai un Minitel. Voilà, ça, c'est les réponses à la Laurent. Donc, je te laisse te présenter. Bon, alors moi je m'appelle Laurent Vette, donc je viens de Rennes également. Je fais partie du Brest Jug assez récemment, donc dont Nicolas est le Jug leader. Et je travaille chez Softeam, une société où on n'utilise pas spécialement de Minitel, plutôt une société de services en informatique, mais on s'amuse bien et donc j'en suis responsable technique sur la région Ouest. Et donc, Nicolas Delove, je travaille chez CloudBees et éventuellement je joue avec des Lego. Et on a essayé de marier tout ça pour proposer une session à Devox. Donc voilà le résultat qu'on vous propose. Ah, c'est qu'il faut qu'on se retourne, il y a un écran qui est cassé. Alors effectivement, on a sorti notre Minitel parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va proposer à Devox qui va, on va chercher des services innovants que personne n'a fait auparavant. Eh bien, nous avons trouvé un Minitel pour aller programmer sur le cloud via une Raspberry Pi. Et donc voilà, aujourd'hui, un Minitel, ça coûte pas très cher, c'est relativement portable, un peu lourd dans la valise, mais c'est relativement portable quand même. Et voilà, il y en a plein de greniers. Moi, je l'ai déterré dans un grenier. C'est la version Retina, voilà. hein, celui-là. Il est... Eh ben, on montre. Eh bien, Allez, c'est parti. On va Allez, leur montrer. je vais vous montrer que. On va leur montrer. Je vais vous montrer que j'ai déjà commencé à développer une petite application Alors, web. attends, hop, il faut que je lance le démarrer, capturer, je sais plus quoi. Rapporter depuis la caméra, ça doit être ça. Hein. Non, ah non, c'est pas celle-là, merde. Ah, c'est pas la bonne. Ah, il s'est éteint. Elle s'est mis en veille. Ok. Coucou. Voilà. Alors, Donc, hop. Je te laisse faire. je vais essayer de régler un peu le truc. Donc tu es peut-être un peu proche, si je recule un peu, c'est peut-être voilà, un petit peu mieux en face. Voilà, je vais taper par-dessus là. Ok. Bon, on le voit mal, mais en fait là, je suis en train de lancer un navigateur web, donc sur mon Minitel, avec sur l'URL déployé sur le cloud mon minitel.elouette.cloudbees.net. Et c'est parti. Donc voilà, un rafraîchissement magnifique. Et voici mon application. Et voilà. C'est une vraie application, vous pouvez y aller, elle est disponible sur le web. À l'URL qui est marqué en bas. Voilà, vous avez peut-être du mal à voir, mais voilà. Et donc tout ça, powered by CloudBees. Je ne travaille pas chez CloudBees, j'ai aucun intérêt chez CloudBees. Voilà, c'est juste, c'est fait avec Nicolas, donc on s'est naturellement penché vers CloudBees. Donc voilà. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien, j'ai fait une petite application déployée sur le web. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Maintenant, j'ai été un petit peu plus loin. On s'est dit avec Nicolas, tiens, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose, un petit client CloudBees, pour aller exploiter la plateforme et démarrer nos applications, voir l'état des builds, etc. Et donc, on a fait contrôle bullshit, c'est ce qu'on m'a soufflé. Oui, alors c'est le clavier qui est un peu compliqué. Ah oui, vous voyez rien. C'est pour faire le backspace, il faut faire alors la touche rouge plus H, c'est ça? La touche rouge plus H, parce que juste au-dessus, c'est Et marqué BS, comme backspace et non comme bullshit. Hein. Mais voilà. Voilà. Et il y a le pipe, tu l'as trouvé finalement? Non, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc ceux qui sont habitués au Mac, en fait, nous, c'est pareil, hein, on cherche toujours les touches. Il y a beaucoup de points communs finalement. Le clavier, il est un peu pareil. Le côté qui se referme, tout ça, c'est... C'est parti, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc j'ai mon petit client. Voilà, il va se connecter. Ah, ça passe mal. Est-ce que ça va réussir à se synchroniser? Ça y est, Ouais, c'est parti. Le modem sur Wi-Fi, ça passe pas super bien. Peut-être. Tiens. Ça y est, je suis connecté sur le cloud. Magnifique, magnifique. Voilà. Donc j'ai un client magnifique. Voilà. Je vais pouvoir lister de vraies applications, n'est-ce pas? Si je veux aller voir mes applications, eh bien, je peux directement interroger CloudBees avec mon Minitel.
C'est un petit peu long au démarrage, mais une fois qu'il est lancé, bien chaud, là, ça va bien. Voilà, donc on voit mes applications. Hein. Bon, j'ai un compte CloudBees qui est relié aussi avec le Basecamp. Donc voilà, d'ailleurs, si vous voulez aller, hein, l'application du CFP qui est disponible si vous voulez proposer quelque chose. Sinon, effectivement, on voit bien mon application Minitel qui est active. Donc, je vais pouvoir accéder à cette application. Je ne vais pas lister mes bases de données, mais j'aurais pu. Et puis là, je vais maintenant l'arrêter. Donc, je vais faire 3, entrée. Je vais récupérer donc la liste de mes applications. Which application do you want to stop? Alors, 1, 0, 1, 2, elle n'est pas internationalisée, ton appli là. Voilà, hop. Voilà, je stoppe mon application. C'est une vraie commande sur le cloud et je vais vous le montrer en utilisant mon navigateur web, magnifique, qui va planter. Une démo qui plante, mais exprès. J'espère que vous aurez apprécié le bruit des touches quand même, qui donne un cachet assez intéressant au développement sur Minitel. Et quand on se trompe, il vous le dit violemment parce qu'il y a un petit bip sympathique quand même. Oh, il est un petit peu long. Oh, serait-ce l'effet des mots? Il y a eu des choses qui n'ont pas marché, mais jamais ça. Allons, allons. Bon. Non, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas l'arrêter, elle est trop belle ton appli. Ah. Et où t'as la touche contrôle pour faire CTRL-C? Alors, CTRL-C, on va voir. Hop. Voilà. Bon, il a arrêté, mais bon. Alors, est-ce qu'elle est vraiment up, l'appli? Je ne sais pas. Alors, hop, on va recommencer. On va déjà vérifier. Est-ce qu'elle est up? La caméra, bah alors. Méchante caméra. L'application est bien arrêtée. Vous voyez, mon navigateur a planté. Bon, je ne sais pas, mon client aussi, mais on verra ça après. Donc, voilà. Donc là, effectivement, magnifique touche. Toc, 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 cancel. Voilà. Et voilà. Donc, je vais relancer mon client. Attention les oreilles. Ça passe mieux là. Ça va peut-être mieux marcher. Il y a dû y avoir un problème dans le handshake. Alors, nous allons donc maintenant démarrer l'application à nouveau. Donc là, il faut d'abord que j'interroge quelle est la liste de mes applications qui est disponible pour qu'il me propose la liste. Voilà, voilà. Donc, mon application est bien arrêtée. Je vais donc maintenant la redémarrer. Donc là, en général, c'est un tout petit peu plus long de la démarrer que de l'arrêter, mais j'espère que ce sera moins que tout à l'heure. Ah ah, suspense. Il n'y a pas que moi qui meuble les blancs, non? Ah oui, c'est vrai. Sur les claquettes. Voilà, c'est à ce moment-là où tu danses. Oula. Non, en fait, le premier appel, c'est lent parce qu'il y a un chargement d'un certain nombre de jars. Donc c'est ça qui est lent, parce que c'est un client Java. Ensuite, s'il y a une certaine lenteur aussi à l'affichage, ça c'est vraiment lié à la liaison série. Et ensuite, si c'est lent à répondre là, je ne sais pas, c'est peut-être CloudBees. Voilà. Ok, ben ça y est, il vient de répondre. Ok, ouais. Impeccable. Je pense que ça marchait beaucoup mieux dans la speaker room. Voilà. Je pense que l'encombrement du réseau y est pour quelque chose aussi. C'est possible parce qu'on a quand même un réseau un petit peu... voilà, on est un peu nombreux, c'est peut-être surtout ça. La liaison Wi-Fi est un peu occupée. Donc voici, j'ai un client finalement magnifique qui fonctionne, un client CloudBees qui va sur la plateforme, qui va démarrer, monitorer. Alors, j'ai pas été voir, mais je pourrais vous... alors, j'ai pas été voir, mais je pourrais vous montrer aussi, je vais pas le redémarrer, on va le montrer tout à l'heure. Je vais pouvoir aussi aller voir les builds Jenkins et voir le statut des builds. Donc là, on va passer maintenant... Et le fameux comment ça marche. Ah voilà. Parce que, hein, voilà. c'est pas le tout, mais... Bon.
Bon, là, on fait effectivement un retour en arrière, un petit flashback, hein, pour vous montrer effectivement quelques choses d'époque du Minitel. Donc, on va retrouver le Minitel, mais aussi des photos de joueurs de foot d'époque, et puis le logo de France Télécom Orange de l'époque. Donc, aujourd'hui, on a un Minitel 1B. Voilà, qui est ici, donc avec un magnifique clavier. Donc vous allez pouvoir, c'est pas n'importe quel Minitel, hein, c'est un Minitel qui dispose d'une touche fonction, et ça a son importance, on le dira tout à l'heure, et parce que vous pouvez en avoir de différents modèles dans vos greniers. Donc ensuite, ça a été relié à un petit montage un petit peu spécifique, là, qui m'a pris un petit peu de temps à faire, parce que je ne suis pas électronicien. Et ensuite, on l'a relié à une Raspberry Pi, qui a toute l'intelligence, hein. Le Minitel, c'est uniquement une console. Et ensuite, on a juste branché un câble réseau, voilà, le câble jaune, sur le portable en super bêta de Nicolas, pour ensuite, via sa connexion Internet partagée, accéder à la plateforme CloudBees. Et je pense que c'était peut-être là aussi, hein, une des raisons de la lenteur. Donc comment ça marche? Alors, on a commencé par dépioter le Minitel, hein. Il y a une prise DIN à l'arrière. Donc vous pouvez même avoir une vue là sur l'arrière du Minitel, une petite prise DIN qui va avoir un certain nombre de broches. Donc il y en a une qui m'a fait rigoler, moi c'est la 4, prêt à travailler. Et France Télécom. Hein. Voilà. Et donc vous avez juste une masse, un RX et un TX. Donc on va exploiter essentiellement le 1 et le 3. Et puis comme on est très fort, notre Minitel il est superbe, on va relier le 2 à la 4, parce on va relier le 5 à la 4, pardon, pour lui dire tu es toujours prêt à travailler. Donc sur la Raspberry Pi, comment ça marche? Eh bien, on va utiliser ce que pas forcément beaucoup de personnes utilisent, mais c'est tout ce qu'il y a là-haut. C'est le connecteur, le low peripheral qui est utilisé. Donc on va utiliser des signaux dessus qui sont la sortie série standard, qui est représentée par l'UART, TX et RX. Donc vous avez sur le côté ici un schéma du brochage. Et donc on récupère les signaux de 3 volts 3, ground, l'UART, TX, RX et accessoirement de 5 volts également. Donc il y a de quoi faire, hein, si vous voulez jouer avec une Raspberry. D'ailleurs, j'ai 2 autres talks sur le sujet, si vous voulez. Vous pourrez venir voir des choses assez rigolotes. Donc ensuite, eh bien, j'ai été comme tout le monde, hein, j'ai utilisé Google, j'ai fait voilà, Minitel sur mon PC, comment je fais? Je tombe là-dessus, j'en ai un certain nombre de sources, là, voilà. Donc j'étais pas le premier à faire ça. Donc on trouve des montages assez facilement. Voilà, donc un démontage électronique finalement relativement basique pour quelqu'un qui fait de l'électronique. Donc ces deux, j'en fais pas. Hein. Donc pour moi, c'était compliqué. Donc c'était déjà compliqué pour moi de regarder ça. Mais bon, voilà, donc deux transistors, 3 résistances. Je me suis dit, j'ai un fer à souder, j'ai de l'étain, j'ai une petite plaque. Je vais aller voir le magasin d'électronique du coin et j'ai reproduit ça relativement facilement sur mon PC de bureau. Donc accessoirement, vous avez des signaux là-bas que j'ai rajoutés après coup, parce que j'ai dû évoluer dans mes outils de debug. J'ai dû me faire prêter un oscilloscope portable, voilà, ici, par un collègue de travail, pour que je puisse débugger mes signaux, parce que mon voltmètre, c'était un peu limité pour ça. Donc, vous retrouvez là-haut les signaux. D'un côté, vous avez du RS232 en moins 12, plus 12, pour représenter les 0 et les 1. Et de l'autre côté, c'est côté Minitel, vous avez besoin de 0 et de 5 volts. Ensuite, j'ai été plus loin, parce que la Raspberry Pi, les signaux sont en 3,3 volts, donc je me suis dit, comment je vais faire? Parce que le 5 volts, moi, ça ne me suffit pas, j'ai besoin d'aller plus loin. Alors, j'ai été toujours sur Google, j'ai trouvé des choses. Là, il y a effectivement des personnes, j'ai mis le lien aussi, j'ai laissé son nom, donc les level shifters, qui permettent de dire, ici, c'est une transformation du signal qui arrive en 3 volts 3 et qui ressort en 5 volts. Donc, en fait, il y a 2 étages ici qui permettent... en fait, ça envoie un signal, mais ça l'inverse. Alors, du coup, ils remettent un autre étage pour le réinverser. En gros, c'est ça. Et puis, un diviseur de tension en dessous. Alors, pour ceux qui ont un peu peur de l'électronique, hein. Bon, c'est vrai que les schémas électroniques comme ça, qu'on n'a jamais vu un fer à souder ni de près ni de loin, ça fait un peu peur. Tu vois, les transistors, les machins en étoile, là, c'est des amplificateurs, tout simplement. C'est ce qui est utilisé par le micro, là, pour amplifier ma voix, mais sauf que en audio, on va l'utiliser juste dans sa plage de valeurs, ce qui fait qu'il y a des centaines et milliers de transistors différents. Heureusement, en informatique, nous, on s'en fout, on veut des 0 et des 1. Et dans les signaux logiques, eh ben, un 0, c'est, pour la norme TTL, un 0, c'est tout ce qui est en dessous de 0,8 volts, et un 1, c'est tout ce qui est au-dessus de 2 volts. Donc en gros, le transistor, on va lui en mettre un peu plein la tronche ou rien du tout, et ça va permettre de le faire basculer. Donc il y a vraiment les deux montages qu'on retrouve et qu'on va adapter un peu partout.
c'est le fait de suivre un signal. Donc ici, on a le signal VE, qui est ce qu'on est capable de sortir typiquement d'une carte, mais avec extrêmement peu de puissance. Et on va utiliser un transistor pour soit augmenter la tension, mais surtout être capable d'injecter de l'intensité vers autre chose. Et le mécanisme inverse, c'est tout simplement de réduire une tension à une valeur inférieure. Donc on va avoir par exemple du 5 volts ici et du 3,3 là. Il suffit d'adapter les tailles des résistances pour faire une proportion qui tombe à peu près bien. Voilà, là c'est une règle de 3 qu'il faut appliquer. Donc c'est relativement... Donc ce genre d'adaptation, ça se fait assez simple. Alors après, adapter du RS-232 à du I2C, c'est un peu plus sioux. En général, on prend une puce exprès pour. Voilà. Donc ça, voilà, moi je suis un adepte de la méthode do it yourself. Donc vous voyez que c'est mon magnifique schéma. Donc j'ai été obligé, j'ai pas obtenu le schéma du premier coup, je vous rassure. Et donc j'ai eu même un petit peu de mal. Donc en fait ici vous avez la partie TX en fait qui part du Raspberry Pi qui est en niveau TTL et de l'autre côté la partie RX Minitel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que côté Minitel, en fait, le RX, c'est un 5 volts. C'est pour ça que c'est, en fait, moi, j'envoie un signal sur le dernier transistor qui sert juste, en gros, à fermer l'interrupteur, faire passer du courant directement de CAE, de mettre à la masse, en fait, le RX. Et ensuite, le TX Minitel, lui, en fait, il a un transistor ici en collecteur ouvert, en gros, donc il fallait lui coller un 5 volts pour aller lui tirer le courant, pour faire passer un courant derrière dans ce transistor. Et ensuite, derrière, c'est du redressement de signal pour récupérer au bout, sur mon RX de ma Raspberry Pi, un signal TTL. Alors, une question qu'on nous avait posée sur Twitter, c'est pourquoi on utilisait des transistors 2N2222 Et moi, j'ai toujours vu ces transistors-là sur ces circuits-là. Je pense que c'est parce que la référence est facile à retenir. Parce qu'en fait, on peut mettre à peu près n'importe quel transistor de la même famille et ça marche. Ouais. Donc, voilà, donc je suis passé ensuite à la version prototype. Donc vous reconnaissez ici la Raspberry Pi. On a reporté avec une nappe, tout simplement, ici avec un adaptateur. C'est dans le commerce, ce genre de choses. Et donc vous avez ici tous les signaux qui sont disponibles, en fait, sur la breadboard, qui va vous mettre les signaux, les mêmes signaux directement par rangée. Donc ensuite, voilà, là vous avez les transistors, les résistances, les câbles branchés, voilà, tout ça. Donc le câblage est toujours sur la carte, si vous voulez le voir de plus près tout à l'heure, vous pourrez. Et puis la phase industrielle, voilà. Donc effectivement, ici vous avez les connecteurs, c'est celui qui est actuellement en cours d'utilisation. Vous avez même encore la petite sciure du découpage de massy à métaux. Et donc voilà, ça c'était pour le résultat final. Alors après, comment ça marche côté système ? Eh bien, on a dessus la Raspbian par défaut, une version HFP, j'en parlerai aussi dans mon talk là, sur les JVM, sur processeur ARM, ça c'est une petite importance. Et puis, donc voilà, c'est un processeur ARM V6 sur Raspberry Pi. Ensuite, bon là, on a mis ça, c'est ceux qui veulent reproduire, je ne vais pas vous décrire tout ça, mais l'idée c'est de configurer l'OS pour que derrière, la console, donc toute la console de login soit directement disponible comme sur n'importe quel switch ou ce genre de choses que vous avez comme équipement réseau sur une sortie série. Ouais, c'est vrai que ces paramètres-là, on ne les imagine pas voilà, spontanément. La petite particularité, c'est que c'est des signaux 7 bits, je crois, parité paire, 1 bit stop, des choses pas forcément super standards. Ensuite, côté Minitel, là aussi, il fallait faire des petites choses. C'est ce que j'ai fait pour ceux qui étaient dans les premiers. C'est qu'il faut taper des touches pour configurer le Minitel. Donc voilà, le passer à sa vitesse lumière de 4800 bauds. Ensuite, le passer en mode ASCII et mode informatique. Et ensuite, c'est des combinaisons de touches, en fait, pour désactiver l'écho local, histoire que quand je tape mon mot de passe, personne ne le voit, par exemple. Et que quand je tape sur P, je n'ai pas deux P qui s'affichent, le P affiché plus le P me renvoyé par le lien série. Comment ça marche côté soft ? Eh bien là, rien d'exceptionnel, tout est sur le GitHub, donc vous pourrez le voir. C'est une petite particularité, c'est qu'on utilise la JVM Oracle, je pense la même que celle qui va être utilisée pour le Quickie. J'ai cru voir qu'il y avait un Quickie Java sur Raspberry Pi. Avec JavaFX, ça doit être la seule qui a JavaFX, donc je pense que ça va être celle-ci. Qui parmi vous a Java 8 en production ? Eh ben nous on l'a. Et ensuite, du Maven, si, on peut mettre du Maven, puisque finalement on a un Linux, du Git pour accéder à GitHub, du VI et tout ce qui va bien. La seule difficulté, c'est de trouver le pipe, j'ai pas encore trouvé. Eh ben tu vas nous montrer ça ? Même pas peur. Bon, il s'est peut-être mis en veille. Bah oui, tu penses bien. Et mon Minitel aussi.
Déjà à l'époque, il y avait un écran de veille. Donc alors, on va commencer par faire un cycle de développement complet, finalement. Hein. Je vais utiliser la complétion bash pour m'aider. Hop, voilà. Voilà. Je te pousse juste un petit fichier, on va faire comme si. Ouais, hein. on va Voilà. faire comme si. Allez, je vais faire comme si parce que Attends. il m'a déjà refusé mon push et j'étais pas content, alors je vais lui. C'est dangereux. Hein. Donc je vais lui faire un push sur son repos Jenkins. Alors je vais peut-être d'abord avant ça regarder l'état de mes builds, non? Ouais, Ouais. on va vérifier si le réseau marche. Alors déjà. Alors, je dois déjà avoir ma petite commande. Allez, vous voyez, hop, merci Bash. Donc, attention à les oreilles. Donc là, je vais aller interroger le Jenkins pour voir l'état de mes builds. Donc là, la petite astuce, c'est que c'est sympa d'avoir finalement un logo. Ça me permet de masquer le temps de chargement de la JVM, en fait. Mais hop, voilà, j'ai rien dit. Hop. Donc là, je vais interroger Jenkins. Magnifique. J'ai mon 36 client. Ah, il est au raid. Ah oui, on l'a planté tout à l'heure. Ah bah ouais, c'est pour ça que tu m'as refusé mon... Bon, allez. Voilà, donc vous avez vu, là, j'ai interrogé réellement le Jenkins avec l'API, tout simplement l'API XML, hein, et REST, et puis voilà. Donc maintenant, je vais revenir sur mon... Hop. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai un super client, donc vous pourrez voir. Hein. Hop. Je peux même le montrer. Vous voyez, j'ai un magnifique pomme.xml. Hein, c'est pas pour, c'est pas du fake, hein, c'est du vrai. Il y a tout pour développer voilà. en fait. Vous voyez, beau. En Java, hop, impeccable. Ça me génère même un fichier manifeste pour avoir mon fichier jar qui est directement utilisé dans mon start.sh. Oui. Donc, je dis pas de bêtises, hein, si je fais un backspace, voilà. Hop. Maven, allez, je le tente. Ouais, allez. On a du temps ou pas? Ouais, on a 8 minutes. En Ok, 8 minutes, on super. peut faire un Maven package. Voilà. Hein Allez. Mets-le offline peut-être. Allez. Maven, Tirez-o si tu trouves allez. le tiro. Voilà. Tirez-o, package. Même popper. Et c'est parti. Voilà, c'est un peu long et je ne dirais pas si ça vient de Maven ou si ça vient de Java. Ouais, mais dans Maven 3.2, on va corriger les lenteurs sur la Raspberry. C'est dans la roadmap. Ah bon, c'est pas dans la 4.5? Oh, là, attention, tu m'as dit, on est enregistré là, tu vas prendre un procès. Ah oui, c'est D'ailleurs, vrai. si vous voulez entendre du mal de Maven, il y a un Tools in Action ce soir à 17h avec Arnaud. Non, mais du bien, je veux dire, du bien de Maven, pardon. Voilà, donc vous voyez que c'est un vrai build Maven qui se lance. Hein. C'est... Bon, il fait un skip non existing de ressources directory. Oui, je n'ai pas utilisé de ressources. C'est du code relativement basique. Hein. Cherchez pas à trouver des choses super évoluées, tout ça. C'est une classe main avec plein de méthodes statiques, tout ça. Voilà, ça fait 100 lignes de code le petit client. Voilà, donc aucun test, parce que tester c'est douter, n'est-ce pas? N'empêche que build build success. Hein. Donc voilà. Il va savoir si ton Jenkins est d'accord. Alors, je vais lui envoyer ma petite modification. Donc git push Jenkins. Hop là, zut. Alors, c'est le nouveau nom. Le nouveau nom de Jenkins, c'est Jenkins. Mais c'est que les touches, c'était trop long. Les touches sont trop sensibles. Alors, Jenkins. Master. C'est parti. Et donc là, j'ai envoyé sur mon repo Git hébergé sur le Jenkins. Alors là, normalement, normalement, le Jenkins qui est là, il doit avoir un build, s'il a bien voulu. Il est en cours. Ah, il a un build en cours, il teste, c'est bien. Brave petit. Ou alors, qu'est-ce qu'il dit le Jenkins? Il n'est pas content? Non, mais c'est pareil, il build sur une Raspberry. Oh, il y a un truc qui lui plaît pas. Oh, on n'a pas testé. Ah merde, le mur est trop près. Ah. Normalement, c'était toi qui devais te la prendre, ouais. la bleue.
Ah oui, on fait des trucs très très cons. Hein. Il l'a mis trop loin, en fait, c'est pour ça. Ah ouais, bah ouais, faut régler la jauge de distance et je m'attendais pas à ce que le mur soit si près. Donc voilà, il nous reste un petit peu de temps, 5 minutes, tu as le temps de lire. T'as le temps d'aller voir ce qu'il y a Ouais. derrière. Allez. Hop. Donc voilà, vous avez vu nos outils de développement, donc un oscilloscope, c'est quand même pas négligeable, du VI, du Maven, du Git et même du Lego NXT. Alors le lien avec ce que vous avez vu là, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier du NXT, c'est aussi un processeur ARM. Alors c'est un ARM 7. Alors j'ai appris qu'il y avait une nuance intéressante entre le numéro ARM 7 et le numéro ARM V quelque chose. Il y a la version de la spec ARM, puis il y a la version du processeur. Et donc moi je m'étais dit, ouais, c'est super moderne, c'est un ARM 7, mais non, en fait c'est un ARM V3 tout pourri. Bon, voilà, mais c'est le 7. Parce que Nicolas m'a dit, tu sais, dans le prochain Lego, il y a un ARM 9. Je dis, ah non, c'est bizarre, je croyais que le ARM V8 c'était prévu pour 2014. Il y a un truc, je crois pas que ce soit, c'est pas du 64 bits non plus sur les Lego. Il y a un truc. Et effectivement, il y a une petite confusion possible. Voilà, donc après il y a relativement peu de connecteurs, c'est-à-dire qu'on peut brancher 3 moteurs et 4 capteurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un protocole I2C, donc c'est extrêmement extensible. À condition d'acheter soit les composants qui vont bien ou de les bricoler soi-même. Et donc il y a des gens qui s'amusent à bricoler des trucs, il y a des antennes Wi-Fi, des GPS, des gyroscopes, des capteurs de température, de pression, de tout un tas de trucs. Donc on peut vraiment faire joujou. Et on peut faire du multiplexage, donc pour multiplier le nombre de moteurs pilotés. Et puis on peut se connecter ça sur éventuellement une autre de ces fameuses cartes Raspberry, BeagleBone. Dans ma conf de vendredi matin, je vais parler de plein de choses comme ça aussi, donc vous pourrez venir voir. On fait absolument pas de pub pour nos autres confs, c'est ça? Non, pas du tout. Et alors bon, comme la programmation sur ce truc-là, ça se fait avec un LabVIEW spécifique Lego. Alors bon, c'est marrant qu'on a un gosse de 10 ans ou un chef de projet, mais moi je me suis dit je vais quand même installer les JOS. Donc ça m'a permis de faire du Java 1.7 pour programmer mon NXT. Il y a une très jolie API totalement orientée objet. Ça permet de faire du multithreading. Il y a un truc complètement événementiel. Enfin, bon, moi j'ai fait très basique, un gros main, tout ça qui fait tout, mais ça donne envie de creuser un peu. Et surtout, il y a une API toujours Java, mais qui correspond à la partie, j'allais dire serveur, la partie commande du robot, qui permet de communiquer avec lui en Bluetooth. Donc j'ai développé un plugin Jenkins pour Robot NXT, qui est aussi dans le GitHub, si vous voulez jouer avec, qui permet du coup de balancer le résultat du build de robot pour qu'il fasse un truc. Alors il y a quand même des trucs un peu moins intéressants quand on essaye de mettre ça en place. C'est que cette librairie, elle utilise Bluecove. Alors savez-vous qu'il y a une JSR pour que Java puisse faire du Bluetooth? Il y a des JSR pour tout. Et oui. Et donc il y a une implémentation qui s'appelle Bluecove et qui a la chance de ne pas fonctionner sur Mountain Lion. Donc il faut patcher son OS en changeant les versions de la lib. Enfin, c'est que du bonheur. Et puis aussi l'autre défaut, c'est que quand on a des Mindstorm plein son bureau, ça attire vachement les gosses. Donc tout d'un coup, il y a un petit de 2 ans qui monte dessus et puis qui fait papa. Et merde, parce qu'il y avait un truc à l'intérieur, et donc je n'ai plus d'écran. Voilà, la boucle est bouclée. Et il revient. Et ceci est un slide subliminal pour vous annoncer le Bricecamp les 13 et 14 juin. Le call for paper est ouvert. Je vois qu'il y a plein de speakers potentiels parmi vous, donc n'hésitez pas. Et voilà quand même le schéma tout propre, parce qu'il ne faut pas rigoler, quoi. On est des ingénieurs. Nous. J'ai un collègue qui s'intéresse un peu plus à l'électronique que moi, qui me s'est dit on ne peut pas laisser un dessin comme ça, donc voilà. C'est le même qui m'a prêté également son oscilloscope. Il y a des gens sérieux quand même. Donc je lui dis encore merci. Merci Stéphane. Et on a fait le tour, il nous reste 1 minute si vous avez des questions. Ah, le ZX80. J'ai vu qu'il y avait un gars qui avait fait une version CPC 64. Ah oui, avec des liens série. Après, bon. Après, tout est possible. Tous ces vieux ordi, en général, ils ont des extensions en RS-232, en machin. Je ne suis pas sûr de réutiliser mon Minitel et mon montage en dehors de cette conférence. Peut-être lors d'une prochaine conférence. La Raspberry Pi, par contre, oui, il va servir. Hein, oui. Ah, un plugin Selenium, ça c'est un truc. Tu vois, tu peux faire une pull request sur mon plugin Jenkins pour faire l'intégration. Petit détail, c'est que effectivement, j'ai par contre trimé un petit peu pour trouver des clients HTTP texte, des clients web HTTP. Donc là, le browser web que j'utilise, c'est eLinks. Et j'ai découvert que
maintenant, il faut aller compiler tout ça soi-même, mais qu'on peut lui intégrer un moteur, le moteur JavaScript, en fait, Mozilla, qu'on peut l'intégrer dedans pour pouvoir, parce que c'est une délimitation, c'est pour ça que j'ai fait des pages statiques, et je commençais à me dire, tiens, je vais me faire une petite appli Play. Et ça, à appli, l'université Angular, ils ne vous l'ont pas dit que ça marchait sur Minitel. Donc je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite appli AngularJS avec... Ah, je dis non, pas de JavaScript. Et bon, j'ai pas eu le temps d'aller un peu plus loin, sinon je l'aurais fait en compilant comment dire, une version d'Linux digne de ce nom. Mais là, c'est... Voilà. Et ben on est up, ça tombe bien. Merci beaucoup. Merci.